Bienvenue au Petit Salon, une série en balado présentée par le Petit Salon du Livre et l'École d'Art de Sutton et destinée à vous faire découvrir les autrices et auteurs des cantons de l'Est à travers une collection sonore de lectures et d'entrevues dédiée à tous les amoureux du livre. Épisode 4, l'échéance. Par une heureuse coïncidence, c'est avec l'échéance, 3e roman mais 6e livre de Raymond Cloutier, que se termine cette première saison du Petit Salon. Si l'on connaît avant tout Raymond Cloutier pour son imposante carrière d'acteur, rappelons qu'il foule les planches de théâtre depuis la fin des années 60 et fait partie intégrante du paysage cinématographique québécois depuis la fin des années 70, depuis la fin des années 90, il fait également sa place dans les rayons de nos librairies. Et puisque nous avons la chance de le compter parmi les résidents de notre beau village de Sutton, ce balado n'aurait pas été complet sans un épisode dont il serait le héros. Et cet épisode, le voici. Je m'appelle Michael Temer et je vous souhaite bon voyage et bonne écoute. Allô, allô. Alors je viens de me stationner dans le stationnement de la maison de Raymond Cloutier, avec qui j'ai rendez-vous dans quelques instants. Ah, je suis accueilli par un chien. Bon, bah, j'imagine que mon arrivée est annoncée. C'est un ami. Bonjour Raymond. Salut toi, bonjour. Oh, le chien. Salut mon beau. Hey, c'est Michael. Ça va? Platon. Comment est-ce qu'il s'appelle? Platon. Platon. Michael. Ouais. Comme le philosophe. C'est un philosophe, mais oui. Il est T'es beau. Vous allez bien? Oui, ça va. Oui. Hop, je peux rentrer? C'est bon ici. J'ai enlevé mes souliers. Non. C'est correct, ouais? Ok. Oh, oui. Oh là là. Oh, ben oui. Il est beau, c'est un caniche royal? C'est un Golden Doodle. Golden Doodle. 75% caniche et 25% retriever. Oui. On peut s'asseoir là. Je sais pas. Ben oui. Non, ici. Non. Couche-toi là. Couche. Donc, vous m'avez envoyé pour cet épisode l'extrait de votre livre L'échéance, avec le prologue et le premier chapitre. Je vous avoue que je ne sais pas encore lequel des deux jouer dans l'épisode. Les deux ensemble, ce serait trop long, bien que c'est très tentant. Est-ce que vous avez, vous, une préférence? Bah, c'est sûr que le prologue explique pas mal les enjeux, quoique au cours du récit, il n'y a pas ce contexte de sociologie, là, mais bon, le prologue, c'est plutôt un essai, puis le premier épisode, c'est une fiction. C'est plus le roman. Peut-être que c'est mieux de prendre le premier épisode, finalement, que des explications intellectuelles de je sais pas quoi, là. Qui sont pourtant extrêmement intéressantes en soi. Je trouve ça difficile de choisir parce que j'ai vraiment beaucoup aimé les points de vue que vous exprimez et la manière surtout d'exprimer vos points de vue dans le prologue. Donc si on le joue pas, on pourrait peut-être en parler un petit peu. Vous retracez un petit peu ce que constitue la génération des boomers et ce que constitue la génération des millennials. Et des X. Et des millénarios, ouais. Comment est-ce que vous avez construit cette analyse-là? Ben, c'est évident que moi, j'ai fait partie du grand mouvement contre-culturel de la fin des années 60, par mes activités en théâtre et puis par ma propre vie privée, là. J'étais un hippie classique, là. Mais en même temps, contrairement à la mouvance, évidemment, quand t'es artiste, là, je travaillais beaucoup et je produisais beaucoup et j'étais moins dans l'indolence ou le simple hédonisme, si on veut. Quoique plus tard, dans les années 70, là, bon, c'était un peu plus hallucinant, si on peut dire. Mais j'ai quand même connu beaucoup cette mouvance-là. Et puis, après ça, ben, j'ai eu des enfants assez tard. Mes deux garçons sont nés, un en 83, l'autre en 91. Et là, d'un coup, l'assagissement est arrivé et j'ai connu
les X étant les enfants que ma génération a eu quand ils avaient 20 à 35 ans, mais moi j'ai eu ça à 40 ans, donc déjà j'ai été avec des millénarios, si on veut. Mes fils sont comme ça, et la différence entre leur jeunesse et la mienne est incroyable, et leur jeunesse, je veux dire leur jeune vie, là, entre 20 et 30 ans, le moment où on se concrétise, on plonge dans la vie adulte, là, du travail, de l'affection un peu plus sérieuse, si on veut. Ils sont tellement différents de nous. Enfin, quand je dis nous, là, la mouvance contre-culturelle ou hippie, quand on pense à ça, nous, on pense toujours qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde là-dedans. C'est sûr que dans tout l'Occident, ça faisait pas mal de monde, mais c'était quand même que 10 ou 15% de tous les baby-boomers. Les autres n'étaient pas là-dedans, il faut pas... Mais ça a été d'une très grande influence. Ça a changé la morale, les mœurs, la mode, tous les us et coutumes qui font qu'une culture générationnelle est précise et particulière. Alors eux, mes fils et leurs amis, et j'ai aussi beaucoup enseigné, j'ai dirigé 2 fois le conservatoire où cette génération-là est venue aussi. Ils sont tellement différents, sérieux, inquiets, et comment dire ça, conséquents, travailleurs, très perfectionniste. Enfin, ceux que je connais, là. Bon, il doit y avoir du monde qui ne sont pas comme ça, mais il y a quelque chose... Nous, on n'était pas sérieux dans ce sens-là. On était enflammés, passionnés, mais ça fait partie des valeurs de cette génération-là aussi, cette volonté d'être vraiment des vivants presque parfaits. Puis je sais pas si ça n'a pas... déteint sur tout ce mouvement woke, là. Parce qu'il y a quelque chose d'exagérément, volontairement idéaliste là-dedans, comme si on n'a pas un monde avec une morale parfaite, on est pourri. Mes fils sont pas comme ça, mais quand même, c'est très délicat de parler avec eux de sujets, de mots interdits, de gens qui ont commis des actes pas corrects, puis là, dont on célèbre encore le talent. Ils sont pris dans un problème moral incroyable qui, moi, me dépasse, parce que moi, je m'en contrefous de ces affaires-là. Je veux dire, personne ne va m'empêcher de penser ce que je veux sur quoi que ce soit et de dire ce que je veux absolument. Moi, pour moi, la liberté de parole et de pensée est la plus haute des valeurs. Et vous disiez que cette génération était beaucoup plus préoccupée, inquiète, qui a un désir, donc on sent, de faire avancer la société pour le meilleur. Mais votre génération, ou en tout cas le groupe culturel dont vous faisiez partie, vous êtes décrit vous-même comme un hippie, vous aviez aussi ce désir de changer les choses, vous avez fait avancer les mœurs, fait évoluer les sociétés. Donc il n'y avait pas ce côté préoccupé, inquiétude qui animait tout ce mouvement également ? Non, au contraire, c'était un côté débridé. On voulait décoincer la société. Donc, on voulait enlever tout rapport à la morale, dans la morale sexuelle, la morale comportementale. Et là, on voulait enlever toute forme, par contre, de haine, de guerre, de combat. On voulait être pacifique. On était même prêt à rester assis toute notre vie, les jambes croisées, à fumer du pot et à méditer. Il y a quelque chose on prônait le désengagement, si on veut. On s'engageait dans le désengagement. Mais on est élevé dans un monde dur, un monde sans trop d'affect, là. Et c'était un temps, entre guillemets, rough, là. Et c'est un peu pour ça que cette histoire de peace and love là, est arrivée, parce que c'était un retour du balancier, là, si on voulait. Il y a besoin d'adoucir les angles un petit peu. Pas mal, oui. Il n'y avait plus beaucoup d'angles. C'était un monde assez rond, assez ballon. Donc le livre L'échéance, pour revenir à l'extrait qu'on va écouter juste ensuite, c'est donc l'histoire d'amour
entre un boomer, un professeur de 70 ans, et une millénariale qui a été son étudiante, qui ne l'est plus lorsque leur relation est consommée, disons. Alors je vous propose sans plus attendre de se lancer dans l'écoute du premier chapitre de L'Échéance, lu donc par son auteur, Raymond Cloutier. Il a été troublé dès le premier jour par cette étudiante dans la jeune vingtaine, petite, toute mince, avec, sous sa frange, un grand front et des yeux d'un bleu-gris lumineux. Originale, vive et sans fard, elle avait l'allure des actrices des années folles, cette allure garçonne aux cheveux noirs très courts. Il ne manquait que le grain de beauté dessiné sur la joue et le rouge à lèvres intense. Totalement différente des 8 autres participants à son séminaire de maîtrise à l'École des sciences de la gestion, elle le relançait constamment par ses questions toujours pertinentes vers des zones imprévues et excitantes. Véronique Laplante lui a remis un premier travail impeccable. Au bout de quelques semaines, il s'est pris à penser à elle trop souvent, jusqu'à l'imaginer dans son lit. Lorsqu'il éteignait sa lampe de chevet, il fantasmait et fabriquait des scénarios fous, l'imaginant nue sous ses draps. Il la serrait fort, restait collé contre elle, sans bouger. Il devait souvent se caresser pour chasser son image et dormir enfin. Il se demande encore comment il a pu résister, comment il a pu se contenir durant les 2 années d'études qu'elle a terminées brillamment. 1 an plus tard, au début de la session d'automne, il l'a invitée pour expliquer à sa nouvelle classe comment elle avait monté en si peu de temps sa firme de consultation Art Plus et raconter sa rapide insertion dans le milieu culturel montréalais. Impressionné, mais non surpris par sa détermination et ébloui par la mission originale qu'elle imposait à son entreprise, Robert était vraiment fier d'avoir participé à son éclosion. Il écoutait, fasciné, le récit de ses mésaventures et de ses stratégies pour en tirer profit. Ses anecdotes l'amusaient, ses doutes l'émouvaient. Il a eu la conviction, dès lors, qu'il était profondément amoureux de cette fille. Ce n'était ni une toquade, ni une fabulation de mâle en manque, mais la confirmation de 3 années d'envoûtement. Il lui fallait profiter de l'occasion, agir tout de suite. Il se disait « Plus tard sera trop tard. Je la connais pas vraiment. Je ne sais rien d'elle. Si je pouvais seulement lui parler comme ça, de tout et de rien, peut-être que mes yeux se dessilleraient et que l'envoûtement s'estomperait. Et si j'avais tout faux, elle n'est probablement pas libre. D'où vient-elle? Elle parle un français impeccable sans accent. Si le père est un Laplante, peut-être la mère est française. Je suis seul pour souper, je t'invite. Le cachet des conférencières est si ridicule, ça pourra compenser. Je pensais même pas être rémunéré. Au restaurant, après quelques banalités d'usage et les compliments dithyrambiques sur sa prestation, il lui a demandé de lui parler un peu d'elle. Mon histoire est banale. Mon père était dans le commerce, il est mort quand j'étais ado, et ma mère, infirmière, maintenant retraitée, s'est jamais remariée. Toute ma vie s'est passée dans Villeray, et l'été dans notre chalet au bord d'un petit lac dans les Laurentides. Mais l'accent, on croirait tes parents français. J'ai fait toutes mes études à Marie de France. Mais vous... On se tutoie, sinon ça va être long. Pas tout de suite, c'est pas facile, je vous ai toujours vous voyez. Il allait trop vite. Elle avait raison. Bon, je sais évidemment que vous enseignez et que vous êtes marié. J'étais séparé depuis 5 ans. J'ai toujours pensé que vous étiez en couple. C'était mieux comme ça. Pourquoi? Robert a haussé les épaules en souriant. Véronique a faim de ne pas comprendre. Vous avez dit « j'étais séparé ». Vous ne l'êtes plus? Catherine est décédée cet été. Excusez-moi, je voulais pas... Est-ce qu'elle était malade? Haute pression. Le cœur a probablement lâché. Une crise durant son sommeil. Il s'est arrêté.
et Véronique aperçut un malaise. « Vous avez été heureux avec elle? »« Très. Mais après 21 ans, on a commencé à s'ennuyer, alors on s'est séparés avant qu'il soit trop tard. »« Trop tard? » ?»« Oui, trop pris dans le ciment de la routine. L'ennui entre deux personnes qui vivent ensemble, c'est insupportable, tu trouves pas? » La franchise de Robert a surpris Véronique. Sa curiosité n'en était que décuplée. « Vous avez des enfants? »« Oui, un fils, Félix, 20 ans. Il étudie à Vancouver. À la fin de son cégep, il m'a demandé de l'argent pour voyager sur la côte ouest avec un ami. Et il s'est inscrit, à mon insu, en biologie marine à l'Université de la Colombie-Britannique. La relation est tendue. Durant 2 ans, presque aucune nouvelle. On s'est revus le mois dernier aux funérailles de sa mère. Il a dormi à l'hôtel ce soir-là, même s'il avait toujours sa chambre à l'appartement. Pourquoi? Il est convaincu que j'ai jamais aimé sa mère. Après un long silence et quelques regards ambigus de part et d'autre, Robert a osé lui demander s'il y avait quelqu'un dans sa vie, pas très subtil de sa part. Il lui a avoué à quel point elle l'avait fasciné depuis le premier jour. T'étais là, durant les séminaires, assise à la grande table, et j'avais toutes les difficultés du monde à ne rien laisser paraître. Je me disais que c'était mon animal qui piaillait après des années de disette. Je pouvais pas transgresser la règle non écrite. Les relations entre profs et étudiants, c'est tabou, bien que pas mal de professeurs s'en foutent complètement. Fascinée par Robert depuis le premier jour, elle réalisait ce qu'elle avait tant désiré sans se l'avouer. Lors des premières rencontres à ses séminaires, elle l'écoutait subjuguée. Toutes ces compagnies subventionnées veulent créer, produire sans limite et laisser au gouvernement la tâche de développer les publics. Tonnait-il. Dans une sainte colère, il agitait les bras, levait les yeux pour s'indigner, pointait la fenêtre pour indiquer le citoyen ordinaire qui méritait, lui aussi, d'entrer dans les salles de théâtre. Mais il faut l'aider, ce public, l'accompagner, il se sent incompétent, coincé. Il n'ose pas entrer, vous comprenez? Il voit tout ce beau monde bien fringué, ces jeunes fous bigarrés, s'agglutiner, piailler les soirs de première. Ils sont hors jeu, capoutes. Il gueulait, soupirait, puis se mettait à rire en racontant des anecdotes colorées sur l'ineptie des compagnies institutionnelles. Enjoué, il devenait léger, puis relançait la diatribe, inspirant et attentif aux moindres remarques de chacun et, de surcroît, si élégant, il était à des années-lumière des jeunes mâles qui draguaient Véronique et qu'elle fréquentait le moins longtemps possible. Les 4 heures du séminaire passaient en un éclair. La soirée au restaurant s'est terminée à l'appartement de Véronique. Robert l'a levée tendrement et s'est recroquevillé dans son dos, en chien de fusil, un chien égaré, affamé, ayant enfin trouvé son gîte. Il s'est retenu de jouir jusqu'au petit matin, puis il a enfermé Véronique, ravie, dans ses bras, où elle voulut demeurer scellée longtemps. Elle n'avait jamais connu dans son cheptel d'amants d'un soir un tel abandon, une telle fièvre, couplée à une telle désinvolture. Pour la première fois, à 27 ans, elle est sortie de l'attitude passive et renfermée qu'elle adoptait dans le lit de l'un ou de l'autre. Jamais un homme n'avait franchi le seuil de sa chambre avant cette folle nuit avec Robert. Elle qui s'était toujours trouvée froide, pudique, qui n'avait presque jamais connu le plaisir, si ce n'est en solitaire, elle qui avait toujours caché son corps les soirs de ses nombreuses aventures, s'est retrouvée sans dessus-dessous, la lampe allumée, révélant ses petits seins, ses genoux cailleux et ses bras marqués d'urticaire. Elle a visité cette nuit-là une planète inconnue, l'innocence révélée. Après une petite heure de sommeil, elle s'est précipitée sous la douche, a enfilé son tailleur noir et a dévalé l'escalier, reposé, flottant sur des trottoirs tapissés de brume bleue, jusqu'au bureau d'Art Plus. Robert était encore là à son retour. Des endives jambon béchamel, un chardonnay froid et des tulipes l'attendaient. Cette fois, elle l'a tutoyé durant le repas. 2 semaines plus tard,
Ils aménageaient ensemble à l'appartement de Robert, un charmant 2e étage sur la rue Champagneur à Outremont. Véronique, heureuse mais déboussolée, essayait de comprendre ce qui lui arrivait comme ça, sans prévenir. Sa vie, jusque-là prévisible, contrôlée, venait de basculer. Les filles de ma classe l'ont toujours trouvé séduisant. Il les charmait sans le vouloir. Elles auraient bien cédé pour un soir, mais aucune n'a jamais fait la moindre allusion à une envie de vivre avec lui. Qu'à 27 ans, je me sois retrouvé au lit avec mon ex-professeur, c'était, somme toute, une aventure annoncée. Mais devenir la conjointe d'un homme de 33 ans, mon aîné, et ne pas vouloir que ça cesse, c'est pas banal. Dès son déménagement dans l'appartement de Robert, Véronique a été étonnée. Toutes ses décisions, esthétiques et pratiques, étaient accueillies avec bonheur. Elle a décroché la plupart des œuvres vieillottes, dont plusieurs croûtes, pour les remplacer par les tableaux d'artistes émergents qu'elle demandait à Robert d'encourager. Elle lui a même fait remplacer les électroménagers et les tapis et rénover la salle de bain. Elle a installé son propre lit dans la grande chambre et son divan dans le salon. Robert n'y voyait qu'un vent nouveau, qu'un changement salutaire, qu'un déploiement de l'amour enfin retrouvé. Un ange était descendu du ciel, lui redonnait le droit à l'amour, au plaisir, à un avenir plein de projets. Il ressuscitait. Alors merci Raymond pour cette lecture. La première question qui me vient à l'esprit, en fait, simplement en lisant le titre du livre, c'est que le titre est un spoiler en tant que tel. Vous dévoilez, même le titre, que cette relation qui s'entame au premier chapitre a une échéance, donc va a priori se clôturer à la fin. Est-ce que c'était intentionnel, effectivement, de... Oui, c'est l'essence de la tragédie. Hein? On sait... Lorsque le mot tragédie est écrit au début d'une pièce de théâtre, qu'on va voir, qu'on va lire, que la fin est inéluctable. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir comment va se dérouler le récit pour arriver à cette fin inéluctable. On arrête d'être dans le drame où on sait pas trop comment ça va finir, et c'est ça l'intérêt, c'est comment ça va. Et là, c'est pas ça, là. L'important, c'est de savoir comment les choses se passent, et non pas ce qui va se passer. Et c'est pas l'échéance de la relation, en fait. C'est l'échéance où on doit, ce bonhomme-là devra, veut pas, faire le bilan de sa vie, parce que il y a des problèmes importants qui vont se poser et des choses enfouies qui devront sortir. Et c'est un peu ça l'échéance dans le roman. Il y a une échéance de prise de conscience, là. J'ose imaginer qu'on retrouve une partie de vous dans ce personnage-là, puisqu'il fait partie de votre génération. Est-ce qu'il a été inspiré par votre propre vie, votre propre personne? Ah, il y a des choses, oui, pas vraiment tout, parce que, bon, je suis pas mal plus vieux que lui. Je suis avec la même femme qui a presque mon âge depuis 35 ans. C'est pas tout à fait la situation, mais j'ai pu tirer de ma vie, de mes propres difficultés, mes propres obsessions, certains traits, certaines caractéristiques, oui. Mais c'est évident que l'environnement de la jeunesse de ce personnage-là, qui est beaucoup évoqué dans le roman, là, ben, j'avais beaucoup d'outils, là, parce que, bon... alors, ce qui est le fun, en tant que romancier, autrement, je trouve, c'est qu'on peut être dans une fiction pure, mais sur le plan de la scénographie, les décors, les dialogues, tout ça, on peut s'inspirer beaucoup de ce qu'on a vu, vécu. Donc, on peut mettre une réalité crédible autour de la fiction qui, elle, bon, évidemment, est inventée, quoi. Et alors, face à lui, un personnage féminin, bien plus jeune que vous, comment est-ce qu'on se met dans la peau d'un personnage
qui a 2 générations d'écart, qui n'est pas du même sexe. Comment est-ce que vous avez finalement construit sa manière de penser, sa manière de réagir, de se comporter, sa manière d'aimer même? Comment est-ce qu'on fait ça quand on est un homme de votre génération? J'étais très inquiet de ça. Puis j'ai testé les parties du roman, parce que c'est un roman choral. Un chapitre, c'est l'homme, l'autre chapitre, c'est la femme. Bon, les 2 histoires sont parallèles. Alors, ça m'inquiétait. Alors, j'ai fait lire la partie féminine à des filles, là, puis voir si ça sonnait correctement, et j'ai eu un bon feedback. Je me suis appuyé aussi sur des filles et des femmes que je vois dans des postes, avoir des business, des restaurants, avoir des professions libérales, des fois, ou des médecins, et que je vois de cet âge-là. Alors, je les aime, je les admire. Tout ça m'a nourri. Et je me suis abandonné à ça, et ça m'aide beaucoup. Je joue les personnages, je les parle, je les incarne, je suis devenu une femme, et je pense que les acteurs peuvent tout jouer. Moi, je suis pas d'accord on va me défendre de jouer Othello un jour. Ben là, je commence à être un peu vieux pour lui, mais s'il y avait d'autres personnages, je dis pas que je ferais un blackface, là, ça, je ferais jamais ça. Mais je peux jouer une femme. J'ai le droit, même si c'est pas... au contraire, la qualité d'un acteur, c'est pouvoir être vraiment autre chose que lui-même. Et parce que moi, je pense qu'on a toute l'humanité en nous. Et quand vous dites comment écrire la fille, ben je suis allé dans ma femme, à moi. En tout cas, ce que j'ai su, là, maintenant que le roman est lu, est beaucoup lu par les femmes, parce qu'évidemment, s'il n'y avait pas les femmes dans le lectorat, s'il n'y avait pas les femmes assises dans les salles de théâtre, je suis pas sûr qu'il y aurait du théâtre et qu'il y aurait des romans qui se vendraient. C'est à 80% de leur dû. C'est ça. Alors, ben, ces femmes-là viennent me voir, puis ils ont l'air à apprécier la tonalité que j'ai donnée à cette fille-là. Donc vous dites que vous avez su connecter avec la part féminine de vous-même. Est-ce que c'est un exercice que vous avez fait pour ce livre-là, ou est-ce que c'est quelque chose qui, en tant qu'acteur, finalement, il faut apprendre à se connecter aux différentes parties de sa personnalité, et donc ça a toujours fait partie de votre processus de création? Ouais, j'ai pas joué souvent des femmes dans ma vie, mais j'ai joué toutes sortes d'affaires, dont beaucoup de méchants. Des hommes durs, violents. J'ai joué un père incestueux. J'ai beaucoup consacré ma vie à l'improvisation aussi, pas le jeu, là, pas l'impro, pas cette affaire-là, là, mais une forme d'improvisation libre dans laquelle j'ai joué des femmes. Là, je l'ai fait. Et je me souviens d'une fois, à la télévision, j'ai dû me déguiser en femme. Je jouais dans une émission policière pour aller faire une enquête dans un salon de massage. Donc, on m'a habillé, maquillé, perruque, talons hauts. Et je me suis levé, et dans le miroir, j'ai vu ma mère. Exactement, j'y ressemblais. Et j'ai pris un plaisir à essayer d'être elle. J'ai pas fait un number de drag queen. Là. Je suis devenu une femme. J'ai aimé ça, faire ça. J'ai aimé ça. On est des enfants, les acteurs, hein? On se déguise et puis on joue. On joue, on se fait accroire des affaires. Et écrire aussi, c'est un jeu sérieux, tout ça. Mais j'arrêterai pas. J'ai 77 ans. Je vais continuer à faire ça jusqu'à ma mort. Et je suis de l'école des acteurs-auteurs, dans le sens que même des acteurs qui n'écrivent pas deviennent des créateurs de sculptures, de personnages. Ce n'est plus le metteur en scène, l'auteur, les différents intervenants qui créent le personnage. C'est la personne qui est en train de jouer. Et ça, c'est un nouveau paradigme, un nouveau modèle dans l'art dramatique qui vient de l'Actors Studio. Là, c'est vieux dans ce sens-là. Mais au Québec, là, ça date de la fin des années 60. Avant ça, c'était pas le cas, là. Je voudrais revenir, vous avez brièvement parlé d'improvisation.
Le dernier livre que vous avez édité, publié, c'est L'improvisation retrouvée. Et on sent qu'il y a deux types d'improvisation. Donc vous disiez, pas l'impro. C'est le phénomène de la Ligue nationale d'improvisation, là, qui pour moi est une dérive complètement grave, parce que ça a éliminé, occulté, balayé l'improvisation libre, le réel, là, qui n'est pas basé sur des thèmes et des oppositions et des votes et c'est un jeu, ça, cette affaire-là, mais à mon avis, le sens un peu ludique, simple, sportif du terme, alors que l'improvisation que moi j'ai connue, pratiquée, enseignée toute ma vie, est une improvisation qui est libre et qui amène à absolument respecter de façon obsessive le moment présent. Donc, on n'est pas en train ni de plaire, ni de courir après une reconnaissance, ni de réaliser un thème, ni de respecter des temps, c'est un chant, c'est un art, et tout art est libre, et tout art est démocratique. L'art n'est pas, démocratique, c'est-à-dire qu'il n'est pas soumis au vote populaire. Pour moi, c'est absolument tragique ce qui est arrivé. Mais en même temps, c'est correct que ça existe, bon. Mais le grand drame, c'est le fait que l'autre forme a disparu et s'est fait phagocyter complètement. Nous, j'ai initié un groupe en 1969 qui s'appelle le Grand Cirque Ordinaire. On a été actifs sur la scène du théâtre pendant une dizaine d'années. On a créé, je pense, 9 tragédies musicales, spectacles pour enfants, et on avait donc un spectacle qui s'appelait La soirée d'improvisation. Donc on entrait sur scène, on était 6 ou 8, là, selon, et sans se consulter rien, on se mettait là devant les gens et on commençait à raconter une histoire, selon où le récit allait, sans consultation et tous nos spectacles, ont tous été créés par improvisation. Et là, on les a notés, on a travaillé, on a construit, mais on n'a jamais écrit. Mais c'est ça, c'est pas des ligues, des joutes, des oppositions, des combats. Tout ça, c'est contraire à l'art, ça n'a pas de sens. Et ça déteint sur la musique, sur la peinture, sur la danse. Et tout le monde a fait ça, partout dans des bars, pour avoir des votes, pour avoir des combats, des compétitions. Et ça, pour avoir du public, parce que on est dans une ère où là, le combat de boxe, c'est l'ultime sport. On est revenu à ce que j'appelle un mode romain. On est revenu au forum romain où les gladiateurs se battaient contre les lions et puis on espérait que les lions gagnent. Finalement, c'était épouvantable. Alors que moi, la source, c'est le théâtre grec, c'est l'agora grecque où la cité venait se faire raconter les guerres, la vie des dieux. On disait ce que le public devait entendre. Et c'est pour moi le modèle. Il y a quelque chose de solennel qui a été perdu, finalement. Oui, au profit de quelque chose de cruel. Le théâtre peut pas être harmonieux, ça marche pas. Il n'y a aucun intérêt, il n'y a pas d'histoire. Mais l'échange, le groupe qui joue devant nous, lui, doit être en harmonie dans la théâtralité pour pouvoir aller construire des histoires, des récits et des avenues qui sont dans l'inconscient de ce groupe-là. Alors que dans le phénomène des ligues, là, c'est pas ça, là. C'est un thème, c'est qui va être le meilleur, et on a des combats pour avoir l'amour du public, et ça a fait aussi une dérive à la télé, un peu partout, toutes ces affaires de télé-réalité, où les gens votent, tous ces concours. On est dans une époque de compétition inutile, et c'est pour moi la conséquence d'un capitalisme effréné, d'une course à la séduction, à la compétition,
Et pour gagner, il faut écraser l'autre. Il y a pas de, c'est pas vrai, ça, cette histoire de, le vivre ensemble. C'est le vivre ensemble. Ben, arrêtons d'être en compétition. C'est antinomique. C'est pas ça, l'improvisation. C'est une sorte d'affaire qui est improvisée, puis on joue à ça. Correct. C'est un jeu de société pour moi. Voilà. Ouais. Qui a malheureusement donc éclipsé la véritable improvisation originelle. Oui, comme le théâtre conventionnel, le théâtre institutionnel, tout ça, a éclipsé beaucoup. Et là, ça revient, par contre, je le sens. Mais il y a eu une époque, pendant 20-30 ans, le théâtre était formel, était froid, les acteurs ont reculé, le décor a avancé, les metteurs en scène sont devenus rois et maîtres, et on a perdu l'essence, on a perdu l'acteur créateur. Et là, on répète un spectacle, et beaucoup d'acteurs me le confient, on répète 30 jours, de 200 heures, et là, on a un spectacle. On le joue à la première, et si vous allez le voir à la dernière, vous verrez la même chose qu'à la première. On fait de la photocopie, on répète. Alors, on appelle ça un art vivant, mais c'est pas un art vivant, ça, là, c'est un art mort. Il y a un art vivant, il faut qu'il vive, il faut qu'il évolue, il faut qu'il se transforme. Je viens, moi, de finir une tournée avec une jeune actrice, enfin, pas mal plus jeune que moi, dans Oléana de David Mamet. On vient de faire 40 représentations, là, j'ai fini samedi soir dernier, et elle me disait, c'est la première fois qu'à chaque soir, je joue un nouveau spectacle. Et là, moi, j'ai fait une mise en scène ouverte. Et certains soirs, je me lève, je m'en vais dans tel coin, je fais une colère monstre. Le lendemain, c'est plus doux parce que je sens ça comme ça. Je me souviens pas de ce que j'ai fait la veille. Je me souviens du texte, bon, je me souviens de l'histoire. Mais je ne veux pas faire ce que j'ai fait hier. Si ça sort comme ça, c'est parce que probablement c'est installé quelque part, mais c'est pas une chose que je veux. Et elle était étonnée de ça, et ça lui a fait un plaisir, une libération comme elle a jamais connu. Et elle était en train de répéter un autre spectacle en même temps, qui lui va être figé, va être chorégraphié, va être installé. Et malheureusement, ben, c'est pas ça que Molière faisait, c'est pas ça que Shakespeare faisait. C'était des fous, là. Ils étaient débridés, ils étaient lancés dans toute liberté dans le récit que l'auteur avait fait. Il n'y avait pas de metteur en scène à l'époque, il y avait ce qu'on appelle des régisseurs, dans le terme grec du terme, qui organisaient un peu les places, le travail, un peu les lumières, un peu ci, un peu ça, mais c'était les acteurs qui étaient là, au centre. J'aurais une dernière question pour vous. On est à Sutton. Vous êtes résident permanent de Sutton depuis 2017, si je ne me trompe pas. Ben, permanent. Je suis ici depuis 2015. Je suis plus souvent ici. Depuis 2007, je suis toujours ici. Alors, qu'est-ce qui vous a fait choisir Sutton? J'avais des amis qui étaient dans le coin. J'ai cherché une maison pendant 10-12 ans. Je venais écouter 2, 3, 4, 5 fois par année en visiter beaucoup. Je l'ai jamais trouvé et j'étais en voyage et puis le gars qui était l'agent d'immeuble, qui était devenu un ami, il m'a envoyé une photo, j'étais loin et puis j'ai reconnu une maison que j'ai habitée quand j'avais 11 ans, pendant 1 an. Mes parents étaient bien nomades, des aventuriers, bon, c'est trop long à vous expliquer, on déménageait tout le temps. Et puis à 11 ans, on a vécu 1 an dans cette maison-là, et c'est là où j'étais le plus heureux. J'aurais voulu demeurer dans cette maison-là toute ma vie. Et là, je vois l'image, et puis c'était la même maison, c'était des petits pignons, des volets noirs, étaient blanches. Et ça m'a évoqué la même chose. Alors j'ai dit au gars, je rentre dimanche, on était le vendredi, lundi matin, je m'en vais là-bas. On est arrivé ici, on a rencontré les gens qui étaient à vendre, et puis on a fait une offre d'achat le lendemain matin, et puis c'était tout de suite. Alors ça m'a, je sais pas, c'est l'enfant. Et puis je me suis rendu compte, je suis né à Sainte-Thérèse-de-Blainville. Moi, c'est un village à l'époque. Aujourd'hui, ça a pris un peu d'ampleur. Et peut-être que je suis revenu dans un village. Peut-être que j'étais un gars de village, finalement.
Voilà donc qui conclut le 4e et dernier épisode de la première saison du Petit Salon, le balado du Petit Salon du Livre de Sutton. Un immense merci à Raymond Cloutier d'avoir accepté notre invitation et de m'avoir reçu chez lui pour cette riche conversation. Merci à Anne-Marie Lavigne, fondatrice du Petit Salon du Livre, de m'avoir fait confiance dans la réalisation de ce balado, et merci à la comédienne Agnès Stewart pour son aide précieuse dans la planification de chaque épisode. Finalement, merci à vous, chères auditrices et auditeurs, de m'avoir suivi dans cette trop courte aventure. Je m'appelle Michael Temer, et je vous dis à bientôt, car je peux d'ores et déjà vous annoncer que le Petit Salon sera de retour pour une 2e saison.